C'est fini, n'est-ce pas? 35 ingénieurs ont échoué. Pensez-vous vraiment y arriver? Ne perds pas ton temps. Ça ne démarrera jamais. Tu perds ton temps, petite. Alors, chronomètre-moi. Le temps passe. Je veux voir si tu es si bonne que ça. 69 secondes. 68. 67. Le silence qui suivit laissa tout le monde sous le choc, et personne n'était préparé à ce qui était sur le point d'arriver. Mon ami, commente ici d'où vous regardez maintenant et dites-moi, avez-vous déjà réparé un moteur ou une machine dans votre vie? J'aimerais beaucoup lire votre histoire. Maintenant, je vais poursuivre le récit. Clerval, chef-lieu de la région des Terres Rouges, une ville où le soleil frappe sans pitié et où la chaleur humide colle à la peau comme une seconde couche. Sur le chantier de la compagnie minière Géomine France, sur le site de La Roche, l'ambiance parmi les hommes était encore plus lourde que l'air étouffant de ce mardi d'août. 47 jours. C'était le temps exact pendant lequel la pelle hydraulique Caterpillar 390F, une géante orange de 90 tonnes, estimée à 2,5 millions d'euros, était restée complètement paralysée, muette, inutile, comme un monument de métal et de honte au milieu du chantier. Chaque jour où ce colosse restait à l'arrêt, il coûtait à la compagnie minière 90 000 euros en perte directe. La Caterpillar 390F n'était pas n'importe quelle machine. Elle était le cœur battant de l'opération d'extraction de bauxite, responsable de 40% de la capacité productive totale de cette mine. Avec son moteur C18 de 391 chevaux, sa flèche de 7,7 mètres et son godet d'une capacité de 2,54 mètres 3, cette machine, lorsqu'elle fonctionnait, était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie lourde. Mais maintenant, ce n'était qu'un problème gigantesque que personne ne parvenait à résoudre. 35 ingénieurs mécaniciens avaient déjà essayé. 35 spécialistes des équipements lourds, techniciens certifiés par Caterpillar elle-même, qui étaient venus de Paris spécialement pour cela. Même un consultant international ramené d'Australie, dont les billets avaient coûté une fortune. Tous avaient échoué. La machine ne répondait tout simplement pas aux commandes hydrauliques. Le moteur diesel démarrait parfaitement, rugissait avec force, mais au moment de bouger la flèche, le bras, le godet, rien. Silence absolu du système hydraulique, comme si la machine avait décidé de faire grève. Le désespoir s'était définitivement installé au sein de la direction de Géomine France. Les réunions devenaient de plus en plus tendues, les emails de plus en plus désespérés, et Marc Fournier, l'ingénieur en chef de 41 ans responsable de l'opération, sentait la pression augmenter jour après jour, comme la température à l'intérieur d'une cocotte minute sur le point d'exploser. Marc était un homme grand, aux épaules larges, portant toujours des polos de la marque de la compagnie minière et des lunettes de soleil coûteuses accrochées à sa poche. Diplômé de l'école centrale de Paris avec une spécialisation en Allemagne, il cultivait une réputation de compétences techniques inquestionnables. Mais à ce moment-là, cerné par l'échec de ne pas avoir réussi à résoudre le problème de la Caterpillar, son arrogance naturelle était mise à l'épreuve de manière qu'il n'avait jamais imaginée. C'est ce mardi matin, alors que le thermomètre affichait déjà 38 degrés C à 9 heures, qu'un pick-up Fiat Ducato blanc de 2010 pénétra lentement sur le chantier, soulevant de la poussière rouge. Le véhicule était usé par le temps, avec des bosses sur la benne et la peinture délavée par le soleil impitoyable des terres rouges. Mais ce qui attira l'attention d'Antoine Dubois, le superviseur de 58 ans, qui travaillait depuis 3 décennies dans l'exploitation minière, ce ne fut pas la voiture, mais la conductrice. Une jeune femme descendit du pick-up avec des mouvements assurés, blonde, les yeux bleus brillants même sous la forte lumière du soleil, vêtue d'un t-shirt rouge taché de graisse, d'un jean usé et de bottes de travail noires poussiéreuses. Elle n'avait pas plus de 26 ans et transportait une boîte à outils en métal peinte en gris, usée par l'usage intense, avec des autocollants de marques d'outils et de fabricants d'équipements lourds collés de manière désordonnée.
Il y avait quelque chose en elle, dans sa façon de marcher, de regarder autour d'elle, avec ses yeux bleus pénétrants, qui disaient que cette femme n'était pas là pour faire du tourisme. Antoine, qui avait vu beaucoup de choses en 3 décennies de travail acharné, ressentit une curiosité sincère lorsqu'elle s'approcha de lui avec un demi-sourire poli. « Bonjour », dit-elle d'une voix ferme mais courtoise. « Mon nom est Jeanne Moreau. Je suis mécanicienne spécialisée en équipements lourds. J'ai entendu dire que vous aviez un sérieux problème avec une pelle hydraulique Caterpillar. Eh bien, j'aimerais y jeter un œil, si vous me le permettez. » Antoine haussa les sourcils. Une femme mécanicienne était déjà une chose qu'il voyait rarement dans le monde de l'exploitation minière. La plupart des chantiers qu'il connaissait étaient des territoires presque exclusivement masculins. Mais une femme mécanicienne, jeune, arrivant sans avoir été appelée, offrant son aide pour résoudre un problème que 35 ingénieurs spécialisés n'avaient pas réussi à résoudre. C'était nouveau, même pour lui. D'un autre côté, le désespoir de la situation était réel, et Antoine était trop vétéran pour rejeter de l'aide par préjugé. « Attendez ici un instant, dit-il. Je vais vous conduire auprès de l'ingénieur en chef, mais je ne peux rien vous garantir. Vous savez, il est, disons, stressé par cette situation. » Jeanne hocha simplement la tête, serrant fermement sa boîte à outils. Intérieurement, son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait exactement qui était l'ingénieur en chef de ce chantier, Marc Fournier, le nom qui la hantait depuis 3 ans, l'homme qui avait détruit sa carrière, sa réputation, toute sa vie professionnelle, avec des mensonges et des documents falsifiés. Mais elle n'était pas venue là pour le confronter, ou du moins pas seulement pour cela. Elle était venue parce qu'elle avait entendu parler de cette Caterpillar à l'arrêt, de cette énigme impossible que personne ne parvenait à résoudre, et quelque chose en elle. Cette étincelle d'ingénieur que même 3 ans d'humiliation n'avaient pas réussi à éteindre complètement, lui avait chuchoté « Tu peux résoudre ça ». Antoine la guida entre les conteneurs de bureaux, les piles d'équipements, les camions stationnés et les groupes d'ouvriers qui la regardaient avec une curiosité mêlée de scepticisme. Une femme dans cet environnement attirait déjà l'attention. Une femme transportant des outils comme si elle allait travailler. Cela générait des regards encore plus intenses. Jeanne gardait la tête haute, ignorant les chuchotements et les rires étouffés qu'elle entendait en passant. Elle avait déjà appris de la manière la plus douloureuse possible à ne pas se soucier de ce que les autres pensaient. Le conteneur de Marc était le plus grand, stratégiquement positionné avec vue sur toute la zone opérationnelle. Antoine frappa à la porte métallique. « Marc, il y a une visite ici qui veut parler de la Caterpillar. » La voix qui vint de l'intérieur était grave et impatiente. « Si c'est un autre vendeur de conseils miracles, vous pouvez le renvoyer. Je ne suis pas intéressé. » Antoine ouvrit la porte quand même et fit un geste à Jeanne pour qu'elle entre. L'intérieur du conteneur était équipé d'une forte climatisation, d'une grande table couverte de plans et de rapports techniques, d'un ordinateur de dernière génération, et au mur, des diplômes encadrés et des certifications internationales. Marc Fournier était assis derrière la table, tapant quelque chose sur l'ordinateur avec une expression concentrée. Quand il leva les yeux et vit Jeanne debout à la porte, son expression changea par phases distinctes et rapides. D'abord, la confusion, puis la reconnaissance, et, finalement, quelque chose que Jeanne reconnut immédiatement, une satisfaction cruelle, presque sadique, brillant derrière ses yeux bruns. « Jeanne Moreau », dit-il lentement, chaque syllabe prononcée avec un plaisir délibéré, comme s'il savourait un vin coûteux. Il se pencha en arrière dans sa chaise, croisa les bras, et un mince sourire apparut sur ses lèvres. Mon Dieu, Jeanne Moreau en personne. Quelle surprise, absolument inattendue. Il fit une pause théâtrale. Ou peut-être pas si inattendue que ça. Après tout, les chômeurs ont l'habitude d'apparaître là où il y a du travail, n'est-ce pas? Jeanne prit une profonde inspiration, serrant la poignée de sa boîte à outils. Elle s'était préparée mentalement à ce moment pendant tout le trajet,
Mais entendre sa voix à nouveau, sentir le venin de ce ton, était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. « Marc, répondit-elle d'une voix contrôlée, je suis venu ici pour aider avec le problème de votre pelle hydraulique. J'ai entendu dire qu'elle est à l'arrêt depuis 47 jours et qu'aucun spécialiste n'a réussi à identifier le défaut. J'aimerais y jeter un œil. » Marc éclata d'un rire fort et rauque qui résonna dans le conteneur climatisé. « Là, vous voulez jeter un œil à ma Caterpillar ? L'ingénieur qui a fait exploser une foreuse de 4 millions d'euros au groupe métallurgique de France, qui a été renvoyé pour incompétence technique grotesque, qui a perdu son inscription au Conseil de l'Ordre des ingénieurs et est devenu une légende de l'industrie comme exemple d'échec. Cette Jeanne Moreau veut résoudre un problème que 35 ingénieurs spécialisés, certains avec 20 ans d'expérience internationale, n'ont pas réussi à résoudre. » Il se leva de sa chaise, contourna la table et s'arrêta à quelques pas d'elle. « Avez-vous une idée du niveau d'audace que cela représente? Ou avez-vous perdu la tête en même temps que votre carrière ?» Les mots étaient comme des couteaux, chacun conçu pour couper profondément. Jeanne ferma les yeux une seconde, cherchant sa force intérieure. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination cristalline dans ce regard bleu. « Ce rapport était erroné, Marc, et vous le savez très bien. Mais je ne suis pas venu ici pour discuter du passé. Je suis venu résoudre votre problème avec la Caterpillar, si vous me donnez une chance. » « Une chance ?» Marc l'interrompit, sa voix montant d'un ton. « Vous avez entendu ça, Antoine? Elle veut une chance. » Il se dirigea vers la porte du conteneur, l'ouvrit complètement, criant dehors « Tout le monde, venez ici, vous devez voir ça, c'est trop beau pour le rater. » En quelques minutes, plus de 50 personnes étaient rassemblées autour du conteneur de Marc Fournier. Opérateurs de machines avec leurs vêtements sales de graisse et de poussière rouge, d'autres ingénieurs avec leurs casques de sécurité colorés suspendus à leurs mains, techniciens de sécurité au travail, personnel administratif, soudeurs, électriciens, même le personnel de cuisine de la cantine était venu voir ce qui se passait. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Il y avait une femme mécanicienne sur le chantier qui voulait réparer la Caterpillar. Et apparemment, l'ingénieur en chef était sur le point d'en faire un spectacle. Marc se positionna comme un acteur au centre d'une scène, avec Jeanne à ses côtés, paraissant petite devant cette foule de visages masculins, curieux, certains amusés, d'autres gênés par ce qu'ils pressentaient être sur le point d'arriver. Le soleil des terres rouges frappait fort sur tous, mais Marc semblait énergisé par la situation, comme si cette chaleur infernale ne faisait qu'alimenter son plaisir cruel à ce moment-là. « Mesdames et messieurs !» commença Marc d'une voix forte et claire, s'assurant que tous pouvaient l'entendre parfaitement. « Vous regardez une célébrité de l'industrie minière. Voici Jeanne Moreau. Certains d'entre vous, surtout les plus anciens, qui suivent les nouvelles du secteur, se souviennent peut-être d'elle dans les journaux d'il y a 3 ans. » Il fit une pause dramatique, laissant la tension monter. « Laissez-moi raconter à ceux qui ne savent pas. Jeanne ici était ingénieure mécanicienne au groupe métallurgique de France, là-bas sur le site minier de Sainte-Barbe, en Lorraine. Elle travaillait avec des équipements lourds, des foreuses géantes, ces machines de 15-20 millions d'euros. Elle avait un beau diplôme, son inscription au Conseil de l'Ordre des ingénieurs, un avenir prometteur. Elle était considérée comme talentueuse, compétente. Elle avait même gagné des prix à l'université. Jeanne gardait le regard fixé sur un point lointain, essayant de se déconnecter émotionnellement de ses mots. Elle savait ce qui allait suivre. Elle connaissait cette histoire parce qu'elle l'avait vécue. Elle en avait été détruite. Elle avait passé des nuits sans dormir, revivant chaque détail agonisant. Marc continua, sa voix prenant un ton de fausse tristesse. Mais alors, l'impensable est arrivé. Par une erreur technique grotesque, un défaut de calibration du système hydraulique d'une foreuse Sandvik de 4 millions d'euros, la ligne de pression a explosé pendant l'opération. La machine a été complètement détruite. 4 millions d'euros sont partis en ferraille en quelques secondes. Et le pire, 3 opérateurs qui étaient ses proches ont été blessés.
Dieu merci, personne n'est mort. Mais l'un d'eux a perdu une partie de l'audition à cause de l'explosion. Un autre a subi de graves brûlures, dues à l'huile hydraulique surchauffée. La foule murmurait. Certains hommes hochaient la tête avec des expressions de choc. Marc adorait chaque seconde de cela. L'enquête technique a été approfondie. Elle a duré des semaines. Et savez-vous ce qu'ils ont découvert? Que la responsable de la maintenance préventive de cette machine, l'ingénieur qui avait signé les rapports de sécurité, qui avait approuvé les calibrations, c'était elle. Il désigna Jeanne d'un geste théâtral. Jeanne Moreau. L'enquête a conclu qu'elle avait commis des erreurs d'ingénierie hydraulique de base, qu'elle avait mal calibré la soupape de décharge, qu'elle avait laissé le système fonctionner dans des conditions dangereuses. Elle a été licenciée sur le champ pour faute grave. Elle a perdu son inscription professionnelle au Conseil de l'Ordre des ingénieurs. Elle est devenue un cas d'étude dans les conférences de sécurité au travail comme exemple de négligence technique. Chaque mot était un coup. Jeanne sentait ses jambes trembler légèrement, mais elle s'obligeait à rester droite, maintenant ce qui lui restait de dignité. Elle n'allait pas donner à Marc la satisfaction de la voir s'effondrer. Pas encore. Et maintenant? Marc ouvrit les bras dans un geste grandiose. Cet ex-ingénieur, cette mécanicienne de garage, arrive sur mon chantier avec un vieux pick-up et une boîte à outils rouillée et a l'audace absurde de me dire qu'elle peut réparer ma Caterpillar 390F, une machine de 2,5 millions d'euros avec un système hydraulique de Symfulus 800 PSI de pression opérationnelle doté d'une technologie de contrôle électro-hydraulique de dernière génération que 35 spécialistes certifiés internationalement n'ont pas réussi à diagnostiquer. Il laissa échapper un rire sonore. C'est pathétique, c'est délirant, c'est presque triste tellement c'est ridicule. Certains hommes dans la foule rirent avec lui, mais Jeanne remarqua que d'autres, surtout les plus âgés, les vétérans, qui avaient vécu assez longtemps pour voir des injustices dans la vie, gardèrent des expressions sérieuses, presque mal à l'aise face à ce spectacle public d'humiliation. Antoine Dubois, le superviseur qui l'avait amené là, était particulièrement silencieux, avec une ride profonde de préoccupation entre les sourcils. L'un des ingénieurs les plus jeunes, un homme d'une trentaine d'années avec un casque jaune, cria de la foule. « Chef, avec tout le respect que je vous dois, si elle a fait exploser une machine de 8 millions, imaginez ce qu'elle peut faire avec notre Caterpillar. Mieux vaut ne pas la laisser s'approcher. » D'autres rirent et furent d'accord. Marc sourit au jeune ingénieur comme un professeur fier d'un élève qui avait dit exactement ce qu'il voulait entendre. « Vous avez raison d'avoir peur. » Marc acquiesça. « Mais vous savez ce que je pense ? Je pense qu'il serait injuste de ma part de renvoyer simplement mademoiselle Moreau sans lui donner une chance de, se racheter. » Il se tourna vers Jeanne, et il y avait quelque chose de dangereux qui brillait dans ses yeux. « Vous êtes venue jusqu'ici, Jeanne. Vous avez probablement conduit des heures dans votre vieille voiture, porté vos petits outils, eu le courage d'apparaître devant moi après tout ce qui s'est passé. Alors, je vais être généreux. Je vais vous donner exactement ce que vous avez demandé. Une chance. » Jeanne le regarda avec méfiance. Elle connaissait Marc depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'était jamais généreux sans une raison égoïste derrière. « Quel genre de chance ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Marc croisa les bras, adoptant la posture d'un juge, sur le point de prononcer une sentence. « Je vais faire une proposition officielle ici, devant tous ces témoins. Si vous, Jeanne Moreau, parvenez à diagnostiquer et à réparer ma Caterpillar 390F, cette machine qui a vaincu 35 spécialistes, qui a coûté à mon entreprise près de 4,5 millions d'euros en pertes et en conseils, je me rendrai personnellement au Conseil de l'Ordre des ingénieurs des Terres Rouges et de Lorraine et témoignerai en faveur de la restauration complète de votre inscription en tant qu'ingénieure mécanicienne. J'utiliserai toute mon influence, tous mes contacts dans l'industrie pour laver votre nom. J'écrirai même une lettre de recommandation disant que vous êtes un génie incompris. » La foule resta silencieuse.
L'offre semblait trop belle, trop généreuse. Et c'était précisément pourquoi Jeanne savait qu'il y avait un piège. « Et si je n'y parviens pas ?» demanda-t-elle, anticipant déjà la réponse. Le sourire de Marc s'élargit, révélant des dents blanches parfaites. « Ah, j'y venais. Si vous échouez, et ma chère, vous allez échouer parce que vous n'avez pas la moindre chance de résoudre un problème que des ingénieurs diplômés d'Allemagne, d'Australie, des États-Unis n'ont pas résolu. Vous signerez un document officiel reconnu par notaire, déclarant publiquement et par écrit votre incompétence technique complète et totale. Vous déclarerez que vous n'avez pas les qualifications pour travailler avec des équipements lourds, que vous représentez un risque pour la sécurité de toute opération où vous seriez présente, et que vous renoncez volontairement et pour toujours au droit de travailler en mécanique automobile et avec des équipements lourds dans toute la région des Terres Rouges. Il laissa les mots planer dans l'air chaud. Autrement dit, ma chère ex-collègue, lorsque vous échouerez, vous ne travaillerez plus jamais dans ce que vous aimez. Vous ne toucherez plus jamais une machine. Vous ne sentirez plus jamais l'odeur de l'huile hydraulique. Vous serez officiellement, légalement, éternellement fini dans cette profession. Le silence qui tomba sur ce groupe de 50 hommes était si lourd qu'il semblait aspirer l'oxygène de l'air. Même les plus jeunes et les plus moqueurs réalisèrent que cela avait cessé d'être une blague et était devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux, plus cruel, plus définitif. Jeanne sentit son cœur martelé dans sa poitrine. Les enjeux étaient absurdes, disproportionnés, injustes. C'était un piège monté spécifiquement pour la détruire une fois pour toutes. Mais alors, quelque chose d'intéressant se produisit en Jeanne, quelque chose qui avait été endormi pendant 3 ans, enfoui sous des couches de honte, de traumatisme et d'autoprotection. Cette étincelle d'ingénieure brillante qu'elle avait été un jour. Cette jeune femme qui avait obtenu son diplôme comme la meilleure de sa promotion à l'école centrale de Paris, qui avait résolu des problèmes que des professeurs expérimentés considéraient comme impossibles. Cette femme qui avait choisi la mécanique, non par hasard, mais par passion sincère et talent naturel, cette version de Jeanne se réveilla, et elle était furieuse. « Il y a une condition, » dit Jeanne, et sa voix sortit plus forte qu'elle ne s'y attendait. Marc haussa un sourcil, surpris. « Ah oui, la femme ruinée négocie maintenant. » Jeanne fit un pas en avant, s'approchant de lui, le regardant directement dans ses yeux bruns arrogants. « Non pas si, mais quand je réparerai cette machine, vous me raconterez la vérité sur ce qui s'est réellement passé au groupe métallurgique de France il y a 3 ans. La vérité complète, ici, devant toutes ces mêmes témoins. Vous admettez ce que vous avez réellement fait. » L'expression de Marc changea pendant une fraction de seconde, un éclair de ce qui pouvait être de la peur, de la culpabilité ou de la colère, mais il retrouva rapidement son masque de supériorité amusé. « La vérité ? Mais j'ai déjà raconté la vérité. Vous avez fait exploser une machine par incompétence. Quelle autre vérité existe-t-il » Il rit, mais le son était un peu forcé maintenant. « Mais d'accord, d'accord. J'accepte votre condition ridicule. Quand vous réparerez la machine, ce qui n'arrivera jamais, je vous raconterai n'importe quelle histoire que vous voudrez entendre. Satisfaite ?» Jeanne tendit la main. « Nous avons un accord, alors, devant tous ces témoins. » Marc regarda sa main, ses doigts fins, tachés de vieille graisse, et la serra avec une force exagérée, essayant de lui faire mal. Jeanne ne recula pas, ne fit pas la grimace. Elle tint ferme aussi, ses yeux bleus ne quittant jamais les siens. « Nous avons un accord, » confirma Marc, toujours avec ce sourire cruel. « Maintenant, allons voir ce miracle que vous allez faire, tout le monde. » Il cria à la foule. « Tous m'accompagnent jusqu'à la Caterpillar. Vous allez être témoins du moment où cette femme reconnaîtra qu'elle n'a pas sa place ici. Ce sera instructif pour tous. » Il gesticula grandement en direction de la machine paralysée. « Sa Majesté, son carrosse vous attend. Montrez-nous votre magie. » La foule commença à marcher en direction de la zone où la Caterpillar 390 était stationnée.
La plupart des hommes conversaient à voix basse, certains riant encore, d'autres clairement mal à l'aise avec la situation. Jeanne prit sa boîte à outils et commença à marcher aussi, mais Antoine Dubois s'approcha d'elle discrètement. « Mademoiselle, dit-il à voix basse pour qu'elle seule l'entende. Êtes-vous sûre de ça ? Marc n'est pas homme à bluffer, il vous fera signer ce document si vous n'y arrivez pas. Et cette machine, personne n'a réussi à découvrir ce qui ne va pas avec elle. Des spécialistes coûteux sont venus de tout le pays. » Jeanne regarda le superviseur vétéran et vit une inquiétude sincère dans ses yeux fatigués. « Monsieur Antoine, répondit-elle calmement, j'ai déjà tout perdu une fois, ma carrière, ma réputation, mes rêves. Un morceau de papier de plus ne changera rien. Mais si je parviens à réparer cette machine, peut-être, juste peut-être, je pourrai récupérer quelque chose de bien plus important qu'une inscription professionnelle. Je pourrai récupérer la vérité. » Elle prit une profonde inspiration. « Et en plus, je sais ce que je fais. Faites-moi confiance. » Antoine hocha la tête, pas totalement convaincu, mais il y avait quelque chose dans la fermeté de cette jeune femme, dans la détermination cristalline de ses yeux bleus qui le poussa à vouloir la croire. « Que Dieu vous aide alors, jeune femme, » murmura-t-il, tandis qu'ils se dirigèrent vers la zone de la machine paralysée. La Caterpillar 390F se dressait comme un monument orange à la frustration collective de tous à Géomine France. 90 tonnes de métal, de technologie et de promesses non tenues. Autour d'elle, éparpillées sur le sol poussiéreux, se trouvaient les preuves des dizaines de tentatives de réparation infructueuses. Des boîtes de pièces neuves encore dans leur emballage, des tuyaux hydrauliques remplacés, coupés et jetés de côté, des ordinateurs de diagnostic avec des câbles pendants, des outils spécialisés de toutes sortes, même un établi improvisé couvert de manuels techniques ouverts à des pages marquées d'annotations désespérées. Jeanne s'arrêta devant la machine et un instant se contenta de la regarder. La foule de 50 hommes forma un demi-cercle autour d'elle, certains croisant les bras avec un scepticisme évident, d'autres fumant des cigarettes et attendant le spectacle. Marc, bien en avant de tous, avec ce sourire arrogant toujours au visage. Le soleil brûlait de plus en plus fort, la chaleur devenait de plus en plus insupportable, mais Jeanne ne le remarquait plus. Son esprit était déjà en mode ingénieur, analysant, traitant, connectant les connaissances théoriques à l'expérience pratique, se souvenant de chaque cours sur les systèmes hydrauliques, de chaque manuel qu'elle avait lu, de chaque machine qu'elle avait réparée dans les années précédant l'effondrement de sa vie. Elle posa sa boîte à outils au sol, essuya ses mains sur son pantalon usé et pensa « Maintenant ou jamais, cette machine ou moi, et une seule de nous en sortira vaincue. » Jeanne monta sur la Caterpillar 390F avec des mouvements agiles, ses bottes trouvant les appuis métalliques comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. La cabine de l'opérateur était ouverte et elle entra dans cet espace qui sentait le plastique neuf et le désinfectant. Quelqu'un avait tout nettoyé récemment, probablement dans l'espoir futile qu'un nettoyage résoudrait les problèmes mécaniques. Elle s'assit sur le siège rembourré, ajusta sa position et posa ses mains sur les commandes. Pendant un instant, Jeanne ferma les yeux et respira simplement. Elle sentit le métal sous ses doigts, entendit le silence de la machine morte et se reconnecta avec cette sensation qu'elle avait oubliée pendant 3 ans d'exil professionnel, la sensation d'appartenir, d'être exactement à sa place. En bas, la foule observait en silence. Marc avait les bras croisés, ce sourire toujours collé au visage, comme un masque permanent. Certains hommes conversaient à voix basse, pariant sur le temps qu'il lui faudrait pour abandonner. 10 minutes, 15, une demi-heure d'essai, et ensuite l'admission inévitable de la défaite. Un opérateur plus âgé, aux cheveux gris, murmura à son collègue à côté. « Je lui donne 5 minutes. Elle va regarder les systèmes, voir la complexité et réaliser qu'elle n'a aucune chance. » Le collègue répondit « Je pense qu'elle n'essaiera même pas vraiment. Elle fera semblant d'enquêter et ensuite elle inventera n'importe quelle excuse. » Mais Jeanne ne faisait semblant de rien.
Elle tourna la clé de contact. Le moteur diesel C18 se réveilla avec un rugissement profond et puissant qui résonna dans tout le chantier. 391 chevaux annonçant leur présence. Le moteur fonctionnait parfaitement, en douceur, sans à-coups, sans hésitation. Jeanne pressa légèrement l'accélérateur et le moteur répondit avec une précision millimétrique. Rien d'anormal ici. Le problème n'était certainement pas dans le moteur. Alors elle testa les commandes hydrauliques, bougea doucement le levier de commande de la flèche. Rien ne se passa. La flèche de 7,7 mètres resta complètement immobile, comme si elle était soudée en position. Elle testa le bras. Idem, aucune réponse. Le godet, rien. La rotation de la tourelle, aucun mouvement. C'était exactement comme les rapports le décrivaient. Moteur parfait, mais système hydraulique complètement mort, ne répondant à aucune commande, comme si la machine avait oublié comment être une machine. Jeanne coupa le moteur et descendit de la cabine. La foule observait chacun de ses mouvements avec une attention croissante. Certains étaient sincèrement curieux maintenant, voulant voir ce qu'elle ferait ensuite. Marc cria de sa position. « Alors, ma génie, avez-vous déjà découvert le problème en 30 secondes d'enquête ?» Quelques rires clairsemés dans la foule. Jeanne l'ignora complètement. Elle commença à marcher lentement autour de la géante orange, ses yeux bleus analysant chaque détail avec la précision d'un scanner technique. Elle observa les tuyaux hydrauliques principaux qui couraient le long de la machine, comme les veines d'un organisme mécanique. C'étaient des tuyaux neufs. Fabricant Gates, spécification correcte pour 5800 PSI de pression de service. Les connexions étaient parfaitement serrées, sans signe de fuite. Quelqu'un avait remplacé tous les tuyaux récemment. Probablement l'un des premiers spécialistes qui avait tenté de résoudre le problème, supposant à tort que le défaut était là. Jeanne toucha les tuyaux du bout des doigts, sentant la texture du caoutchouc industriel, vérifiant la température. Tout était normal. Elle s'agenouilla et regarda sous le châssis, là où se trouvaient les pompes hydrauliques principales. 3 pompes à pistons axiaux Bosch Rexroth, chacune capable de générer 350 litres par minute de débit d'huile. Jeanne remarqua immédiatement que les pompes étaient également neuves. Les étiquettes d'identification brillaient encore, sans la couche de saleté et de graisse qui s'accumule avec l'usage. Un autre spécialiste avait changé les pompes, pensant que le problème était là. Une erreur coûteuse. Chacune de ces pompes coûtait environ 20 000 €. 60 000 € jetés à la poubelle pour un mauvais diagnostic. Elle se dirigea vers le réservoir d'huile hydraulique, un réservoir de 400 litres monté sur le côté de la machine. Elle ouvrit le bouchon d'inspection et regarda à l'intérieur. L'huile était de la Shell Telus S2 VX68, la spécification correcte recommandée par Caterpillar. Et elle était neuve, propre, avec cette couleur ambrée transparente, caractéristique de l'huile hydraulique non contaminée. Pas même 1000 heures d'utilisation pour cette huile, mais de l'argent dépensé à changer quelque chose qui n'avait pas besoin d'être changé. Jeanne s'éloigna de la machine, se plaça à environ 5 mètres et la regarda simplement dans son ensemble. Son esprit travaillait à vitesse accélérée, traitant les informations, éliminant les possibilités. Le moteur fonctionne. Les pompes hydrauliques sont neuves, l'huile est correcte et propre, les tuyaux sont neufs, les réservoirs sont sans contamination et pourtant, aucune commande hydraulique ne fonctionne. Qu'est-ce qui relie les commandes de la cabine de l'opérateur au cylindre hydraulique qui effectue les mouvements? Le système de contrôle pilote. La réponse lui vint avec la clarté d'un éclair dans un ciel nocturne. Elle revint rapidement vers la machine, cette fois avec un but précis. Ses yeux cherchèrent et trouvèrent ce qu'elle cherchait. Près du compartiment de l'opérateur, sur le côté droit de la cabine, il y avait un petit panneau d'accès en aluminium, d'environ 30 cm sur 30 cm. Derrière ce panneau se trouvait le boîtier de commande pilote, le cerveau microscopique qui régulait toute la pression hydraulique avant qu'elle n'atteigne les cylindres géants qui déplaçaient des tonnes de métal. C'était une valve proportionnelle Bosch Rexroth, minuscule comparée au reste de la machine, mais absolument critique. Et Jeanne remarqua quelque chose qui fit accélérer son cœur.
Il y avait des marques d'outils récentes sur les vis du panneau d'accès, des rayures sur le métal peint. Quelqu'un avait manipulé l'endroit récemment. Elle prit sa boîte à outils, choisit une clé Allen de taille 10 et commença à retirer les 6 vis qui maintenaient le panneau d'accès. La foule s'approcha un peu plus, la curiosité l'emportant sur le scepticisme. Antoine Dubois était juste devant maintenant, se mordant nerveusement la lèvre inférieure. Même Marc avait cessé de sourire. Observant avec une attention croissante ce qu'elle faisait, Jeanne retira la dernière vis et enleva le panneau d'accès. Et là, révélé sous la forte lumière du soleil des terres rouges, se trouvait le cœur du système de commande hydraulique, la valve proportionnelle de commande pilote, une pièce de précision allemande de la taille d'une main fermée avec 6 connexions de tuyaux fins en sortant comme des tentacules. Jeanne s'agenouilla pour examiner les connexions de plus près, et ce qu'elle vit confirma non seulement son soupçon technique, mais quelque chose de beaucoup plus troublant. Du sabotage ou une incompétence monumentale. Les lignes de pression pilote A et B étaient inversées, complètement inversées. La ligne, qui devait envoyer le signal hydraulique de 30 bars de pression pour ouvrir le tiroir de commande et permettre à l'huile principale de s'écouler vers les vérins, était connectée à la ligne de retour au réservoir, qui fonctionnait à une pression proche de 0 et vice-versa. C'était comme connecter les fils positifs et négatifs d'une batterie à l'envers. Techniquement, rien n'explose, mais rien ne fonctionne non plus. Le système recevait des signaux complètement inversés. Lorsque l'opérateur déplaçait le levier vers le haut, le signal disait à la machine d'aller vers le bas, mais comme la pression était incorrecte, rien ne se passait. C'était une erreur si basique, si fondamentale en ingénierie hydraulique, que Jeanne ressentit un mélange de soulagement de l'avoir trouvée et de colère de savoir que quelqu'un avait commis cette erreur et laissé la machine dans cet état. Elle se leva, se tourna vers la foule, qui était maintenant dans un silence absolu, et marcha jusqu'à se retrouver à quelques mètres de Marc. « J'ai trouvé le problème », annonça-t-elle d'une voix ferme et claire qui résonna dans tout le chantier. Marc décroisa les bras, son expression passant de l'amusement arrogant à quelque chose de plus défensif. « Ah oui, déjà. En 5 minutes, vous avez découvert ce que 35 spécialistes n'ont pas vu en 47 jours. Ça, je veux l'entendre. » Jeanne répondit avec une précision technique, sans émotion, seulement des faits. La valve de contrôle pilote Bosch Rexroth. Les lignes de pression A et B sont inversées. La ligne qui devrait envoyer le signal de commande de 30 bars au tiroir de commande directionnel est connectée à la ligne de retour au réservoir qui fonctionne à pression ambiante. À cause de cela, lorsque l'opérateur déplace les leviers de commande dans la cabine, la pression pilote va au mauvais endroit et aucune commande n'est exécutée. Le système hydraulique principal est parfaitement opérationnel, mais il est confus parce qu'il reçoit des signaux inversés. C'est de l'ingénierie hydraulique de base, première semaine de cours sur les systèmes de contrôle proportionnels à la faculté. Le silence qui tomba sur ces 50 hommes fut si profond qu'on pouvait entendre le vent chaud souffler entre les conteneurs. L'un des ingénieurs présents, un homme d'environ 45 ans, avec un casque vert, sortit un carnet de notes de sa poche et commença à feuilleter frénétiquement. « Mon Dieu !» murmura-t-il suffisamment fort pour que d'autres entendent. « J'ai vérifié les pompes, le réservoir, les tuyaux principaux, les vérins, mais je n'ai jamais vérifié physiquement la configuration des lignes pilotes. J'ai supposé que c'était correct parce que les diagnostics informatisés n'ont montré aucune erreur là. D'autres ingénieurs commencèrent à vérifier leurs propres notes, leurs expressions passant du scepticisme à un choc croissant, en réalisant qu'ils avaient tous commis la même erreur. Faire trop confiance aux diagnostics électroniques et oublier de vérifier les bases physiques de l'ingénierie. Marc, cependant, n'était pas convaincu ou ne voulait pas l'être. Sa voix sortit un peu plus fort que nécessaire. « La théorie, c'est facile, Jeanne. N'importe qui peut avoir une théorie. Montrez-moi, réparez ça maintenant. Si vous êtes si sûr, prouvez que vous n'êtes pas juste en train d'inventer une belle explication. » Jeanne le regarda droit dans les yeux un long moment. Puis, sans dire un mot, elle retourna à sa boîte à outils.
Elle choisit 2 clés, Allen, une de taille 8 et une de taille 6, et une clé dynamométrique calibrée dont les marques étaient usées par un usage intense. Elle revint au panneau ouvert de la valve de commande pilote, s'agenouilla sur le sol poussiéreux et commença à travailler. D'abord, elle dut dépressuriser complètement le système hydraulique pilote. Elle localisa les 2 microscopiques valves de purge dans la partie inférieure de la valve de commande et les ouvrit soigneusement, laissant l'huile résiduelle s'écouler dans un récipient qu'elle improvisa avec un plateau métallique qu'elle trouva à proximité. Des gouttes d'huile hydraulique jaune commencèrent à tomber lentement. Elle attendit patiemment que les gouttes cessent complètement. 0 pression dans le système pilote, sûr pour déconnecter les lignes. Ensuite, utilisant la clé Allen de taille 8, elle commença à desserrer la connexion de la ligne de pression A. La connexion était à filetage fin, de précision allemande, nécessitant 16 tours complets pour se desserrer complètement. Jeanne compta mentalement chaque tour. La foule observait, hypnotisée. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Même Marc avait cessé de feindre la supériorité et regardait fixement son travail. Une ride profonde de préoccupation apparaissait entre ses sourcils. Jeanne retira complètement la ligne A et la posa soigneusement de côté. Puis, avec la clé Allen de taille 6, elle desserra la ligne B, 14 tours de plus. Elle avait des mains fermes, des mouvements précis, aucune hésitation. Il était évident pour quiconque observait que cette femme savait exactement ce qu'elle faisait. Il n'y avait pas d'essai et erreur, pas de consultation de manuel, c'était de la connaissance pure, une expérience cristallisée en action physique. Avec les 2 lignes déconnectées, Jeanne les inversa. La ligne qui était sur le port A alla sur le port B. La ligne qui était sur le port B alla sur le port A. Aussi simple que cela. Puis vint la partie critique, reconnectée avec les couples de serrage corrects. Elle utilisa la clé dynamométrique calibrée, la réglant à 25 nanomètres, la spécification exacte recommandée par Bosch Rexroth pour ses connexions. Trop serré et vous endommagez le filetage ou le joint. Trop lâche et vous avez une fuite et une perte de pression. Cela devait être exact. Elle reconnecta la ligne A sur le bon port maintenant, serrant manuellement jusqu'à sentir la résistance initiale. Puis, utilisant la clé dynamométrique pour le serrage final. Clic, le son caractéristique de la clé dynamométrique atteignant la limite configurée. Parfait. Elle répéta le processus avec la ligne B. Clic, fait. Jeanne se leva, s'essuya les mains sur un chiffon propre qu'elle tira de la poche de son pantalon et regarda la montre à son poignet. Du moment où elle s'agenouilla au moment où elle se leva, 69 secondes. Elle ne dit rien, se contenta de marcher jusqu'à la cabine de la Caterpillar 390, remonta, s'assit sur le siège de l'opérateur et tourna la clé de contact. Le moteur C-18 rugit de nouveau à la vie, et alors, pour la première fois en 47 jours, Jeanne bougea doucement le levier de commande de la flèche vers le haut. La réponse fut instantanée et parfaite. La flèche hydraulique géante de 7,7 mètres commença à s'élever avec une douceur hypnotisante, les vérins de pression répondant avec une précision millimétrique à la commande. Elle testa le mouvement inverse. La flèche descendit avec la même perfection. Puis, elle testa le bras, l'étendit et le rétracta sans aucune hésitation. Le godet s'ouvrit et se ferma avec une force contrôlée. La rotation de la tourelle. La machine de 90 tonnes commença à tourner sur son axe avec l'élégance d'une ballerine mécanique. Tous les systèmes hydrauliques fonctionnaient en parfaite harmonie. La foule explosa. Les applaudissements éclatèrent spontanément de tous les côtés. Des hommes criaient de joie, incrédules. Des opérateurs jetaient leurs casques en l'air. L'un des plus jeunes ingénieurs serra son collègue dans ses bras et tous 2 sautaient comme des enfants. Antoine Dubois avait les larmes aux yeux. 47 jours de pression, de frustration et de peur de perdre son emploi, s'évaporant en 69 secondes de travail technique parfait. « Elle a réussi !» cria quelqu'un. « La machine fonctionne, elle est parfaite. » Jeanne descendit calmement de la cabine, comme si elle venait de faire quelque chose de routinier, de commun, rien de spécial.
Mais intérieurement, son cœur battait la chamade, non pas de nervosité mais d'une joie profonde et ancienne qu'elle n'avait pas ressentie depuis 3 longues et douloureuses années. Cette sensation d'être bonne dans ce qu'elle faisait, de résoudre l'impossible, de prouver, non pas avec des mots, mais avec des résultats concrets et mesurables, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle marcha vers Marc, qui était paralysé, avec une expression de choc absolu sur le visage. Toute la couleur avait fui ses joues. Ses mains tremblaient légèrement le long de son corps. « J'ai réparé votre machine, Marc », dit Jeanne d'une voix calme, mais ferme. 69 secondes. Problème diagnostiqué et résolu. Maintenant, vous tenez votre part de l'accord. Elle croisa les bras, ses yeux bleus fixés sur lui, sans ciller. Racontez la vérité sur ce qui s'est passé au groupe métallurgique de France il y a 3 ans, devant tous ces témoins, comme vous l'avez promis. Commentez 69 secondes, si vous croyez que la compétence l'emporte toujours sur le mensonge. Marc ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il tenta à nouveau, ses lèvres bougeant, sans produire de mots, comme un poisson hors de l'eau luttant pour respirer. Son corps entier semblait s'être rétréci d'une certaine manière, l'arrogance qui le soutenait depuis si longtemps s'évaporant sous le poids de la vérité indéniable. La machine fonctionnait parfaitement. 69 secondes. Il avait trop de témoins pour nier. Il avait fait un accord trop public pour s'échapper. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Marc réussit finalement à murmurer, sa voix sortant faible, presque inaudible. Les mots étaient pathétiques, même pour lui-même. Jeanne ne répondit pas, se contenta de continuer à le regarder avec cette fermeté inébranlable qui faisait que Marc sentait son âme peser dans une balance et trouvée insuffisante. C'est à ce moment-là qu'une voix autoritaire fendit l'air comme une lame. « Je sais exactement de quoi elle parle, Marc. » Tous se retournèrent. Traversant le chantier, fendant la foule qui s'écartait pour le laisser passer, venait un homme d'environ 55 ans, aux cheveux gris, coiffé en arrière, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, qui semblait complètement hors de propos dans cet environnement de poussière rouge et de chaleur suffocante. Il portait une mallette exécutive en cuir marron sous le bras. Antoine Dubois fut le premier à le reconnaître et murmura à son collègue à côté « C'est Henri Leroy, le directeur régional des opérations de Géomine France. Mon Dieu, il est venu personnellement constater la crise de la machine. » La nouvelle se répandit dans la foule en quelques secondes. Le directeur régional, l'homme qui décidait des embauches et des licenciements, l'homme dont le bureau se trouvait à Lyon et qui apparaissait rarement sur les chantiers, à moins que quelque chose de très grave ne se passe. Henri s'approcha de Jeanne et lui tendit la main avec un sourire respectueux. « Jeanne Moreau, je me souviens très bien de vous. J'ai travaillé comme consultant externe indépendant lors de l'enquête judiciaire de l'incident au groupe métallurgique de France il y a 3 ans. J'ai été engagé par l'assureur pour faire une analyse impartiale de ce qui s'était réellement passé. » Jeanne lui serra la main surprise et confuse. Elle ne se souvenait pas avoir vu cet homme pendant ces jours chaotiques après l'incident. Henri continua. « Vous ne m'avez pas vu parce que mon travail s'est fait en coulisses, analysant des documents, des rapports d'expertise, des signatures, des rapports de maintenance, un travail de détective, pas d'ingénieur. » Il se tourna alors lentement vers Marc, et la température ambiante sembla chuter de quelques degrés, malgré la chaleur accablante. « Je me souviens très bien de vous aussi, Marc Fournier. Vous étiez l'ingénieur senior, responsable de la supervision technique sur le chantier de Sainte-Barbe. Vous avez personnellement signé les rapports de maintenance préventive de la foreuse Sandvik au cours des 6 mois précédant l'incident. Votre signature figurait sur 17 documents critiques. » La voix d'Henri était calme, méthodique, mais il y avait de l'acier sous chaque mot. Marc tremblait visiblement. « Maintenant, je ne comprends pas ce que cela a à voir avec... » Henri l'interrompit, levant une main. « Laissez-moi finir. Pendant l'enquête judiciaire, notre équipe d'experts en écriture a analysé tous les documents liés à l'incident et nous avons découvert quelque chose de très intéressant. Certaines des signatures de Jeanne Moreau
sur des documents critiques étaient falsifiées. Elles n'étaient pas les siennes. L'analyse microscopique de la pression du stylo, l'angle des lettres, la vitesse du tracé, tout était erroné. C'étaient des imitations compétentes, mais des imitations. La foule était absolument silencieuse. Maintenant, 50 hommes retenaient collectivement leur souffle. Henri continua implacable. Plus intéressant encore, l'erreur technique réelle qui a causé l'explosion de la ligne hydraulique était un calibrage incorrect de la soupape de décharge effectué exactement 3 semaines avant l'incident. L'ordre de service pour ce calibrage spécifique était signé par vous, Marc, pas par Jeanne. Mais lorsque les rapports finaux ont été compilés pour la direction du groupe métallurgique de France, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité lui avait été transférée par le biais de documents altérés. Henri ouvrit sa mallette exécutive et en retira une épaisse enveloppe. « J'ai gardé des copies de tout, les rapports d'expertise en écriture originaux prouvant que les signatures étaient fausses. Des emails internes où vous avez demandé à des techniciens juniors de corriger des rapports pour mieux refléter la réalité. Jusqu'à un enregistrement audio d'une réunion informelle où vous avez dit, et je cite textuellement, « Jeanne est pressentie pour une promotion à Lyon. Si je peux utiliser cet incident pour l'écarter, le poste est à moi. » Vous avez dit cela à un collègue qui, heureusement, a eu assez de conscience pour enregistrer la conversation et me la remettre anonymement. Le visage de Marc était maintenant complètement blanc, comme si tout le sang avait été drainé de son corps. Ses jambes semblaient sur le point de lâcher, et il s'appuya sur le capot d'un camion stationné à proximité. « Ça, c'est un mensonge », réussit-il à murmurer, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Même lui savait que c'était fini. Henri fit un pas de plus, sa voix baissant à un ton presque paternel, comme un professeur déçu par un élève qui avait tant de potentiel. « Marc, vous aviez tant de talent, vous étiez un ingénieur compétent, mais vous avez laissé l'envie et l'ambition détruire non seulement votre éthique, mais la vie d'une collègue innocente. Vous avez falsifié des documents, menti dans des rapports officiels, commis un crime d'altération de preuves. Et pourquoi? Pour une promotion, pour ne pas supporter que quelqu'un de plus jeune et plus talentueux que vous montait plus vite dans la carrière. » Certains hommes dans la foule commencèrent à murmurer des mots de réprobation. Les regards dirigés vers Marc étaient maintenant de pur mépris. L'un des opérateurs les plus âgés cracha sur le sol avec dégoût. Antoine Dubois hocha lentement la tête, déçu. Henri se tourna de nouveau vers Jeanne. « Jeanne, au nom de Géomine France et au nom de la justice qui aurait dû être rendue il y a 3 ans, je voudrais vous offrir le poste d'ingénieur en chef des équipements lourds de cette opération. Salaire initial de 6 000 € bruts mensuels, package complet d'avantages sociaux, bonus annuel de performance basé sur les résultats et les ressources pour constituer votre propre équipe technique. » Il désigna la Caterpillar 390 F, dont le moteur fonctionnait toujours parfaitement derrière eux. Vous venez de faire en 69 secondes, ce qui a coûté à mon entreprise près de 4,5 millions d'euros en pertes directes, en conseils internationaux très coûteux et en équipements à l'arrêt. Vous êtes exactement le type de talent technique authentique dont nous avons besoin pour diriger nos opérations. Acceptez-vous ? Jeanne sentit des larmes chaudes commencer à se former au coin de ses yeux, mais elle cligna rapidement des paupières pour les chasser. Sa voix sortit ferme lorsqu'elle répondit « J'accepte avec gratitude ». Henri sourit et lui tendit de nouveau la main, cette fois pour sceller l'accord. Quand ils se serrèrent la main, la foule explosa de nouveau en applaudissements, certains hommes sifflant, d'autres criant des mots d'approbation et de célébration. Henri se tourna alors vers Marc une dernière fois. Son expression avait perdu toute trace de sympathie. « Marc Fournier, vous êtes licencié pour faute grave, avec effet immédiat. Je transmettrai toute cette documentation au Conseil de l'Ordre des ingénieurs pour l'ouverture d'une procédure éthique professionnelle. J'enverrai également des copies à la Gendarmerie nationale pour une enquête criminelle, pour falsification de documents et altération de preuves. »
Vous avez 30 minutes pour récupérer vos effets personnels et quitter ce chantier. Les agents de sécurité vous accompagneront pour s'assurer que vous n'emportez rien qui appartienne à l'entreprise. » Marc tenta de parler, tenta de se défendre, mais aucune défense n'était possible. 50 témoins avaient tout vu, tout entendu. La vérité avait été exposée sous le soleil ardent des terres rouges, sans possibilité de négation. Il se poussa loin du camion sur lequel il était appuyé et commença à marcher vers le conteneur qui avait été son bureau, ses pas hésitants, ses épaules courbées sous le poids de la honte publique et de la ruine professionnelle qu'il avait lui-même créée. Tandis que Marc s'éloignait, Jeanne laissa enfin une larme solitaire couler sur son visage. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement, de la justification, de la justice, enfin rendue. Antoine Dubois s'approcha d'elle et posa une main douce sur son épaule. « Vous l'avez bien mérité, jeune femme. Chaque seconde de cela. Bienvenue dans l'équipe. » Sous la direction technique de Jeanne, l'entreprise devint une référence nationale en matière d'efficacité opérationnelle et de sécurité, avec des taux de productivité qui attiraient des consultants internationaux venus de loin pour étudier les méthodes mises en œuvre ici. Jeanne non seulement récupéra son inscription au Conseil de l'Ordre des ingénieurs, avec tous les honneurs restaurés et des mentions d'excellence technique, mais elle avait également obtenu un master en ingénierie des systèmes hydrauliques de l'École centrale de Paris. Sa thèse, intitulée « Diagnostic préventif des systèmes de contrôle pilote d'équipements lourds », était déjà une lecture obligatoire dans 3 universités et avait été citée dans 17 publications internationales. Ce qui avait été son traumatisme le plus profond, elle l'avait transformé en un savoir académique précieux qui aidait désormais à prévenir les accidents et les défaillances dans les opérations à travers tout le pays. Ce samedi matin ensoleillé, Jeanne était dans son bureau panoramique dans le bâtiment administratif récemment construit de Géomine France à Clerval. C'était un espace moderne, avec une climatisation efficace, de grandes fenêtres donnant sur la cour opérationnelle et des murs décorés de certifications, de prix d'innovation technologique et de photographies d'équipements lourds. Elle portait sa chemise rouge caractéristique, maintenant une chemise de ville impeccable, en tissu technique, avec le logo brodé de l'entreprise sur la poche, un pantalon de ville noir et des chaussures confortables. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval pratique et elle portait des lunettes de lecture modernes tout en révisant des rapports sur sa tablette. Elle dirigeait maintenant une équipe de 15 ingénieurs mécaniciens, hommes et femmes d'âge et d'horizons différents, tous formés personnellement par elle au principe d'un diagnostic technique rigoureux et d'une éthique professionnelle inébranlable. Le projet, sous sa responsabilité, était le plus grand de France métropolitaine. Un système intégré d'automatisation et de maintenance prédictive pour équipements lourds impliquant des partenariats directs avec Caterpillar, Bosch, Rexroth et Komatsu. 25 millions d'euros investis dans des technologies de pointe, des capteurs intelligents, de l'intelligence artificielle pour prévoir les pannes avant qu'elles ne se produisent et une formation technique de très haut niveau. Les résultats étaient impressionnants. Des gains d'efficacité opérationnelle de 40%, une réduction de 60% des temps d'arrêt imprévus et, plus important que n'importe quel chiffre, 0 accident grave en 24 mois consécutifs. Jeanne avait prouvé que la sécurité et la productivité n'étaient pas des concepts opposés, mais complémentaires lorsque l'on avait de vraies connaissances techniques et un leadership éthique. Ce matin-là, elle avait programmé une réunion spéciale. Une jeune étudiante en génie mécanique de l'université de Clerval, une jeune fille timide de 19 ans nommée Camille, avait envoyé un email à Jeanne 3 semaines auparavant pour demander des conseils de carrière. Le message était rempli d'insécurité. Elle était la seule femme dans une promotion de 37 étudiants. Elle subissait des commentaires sexistes quotidiens, des professeurs qui doutaient de ses capacités, et elle envisageait sérieusement d'abandonner ses études. Jeanne avait répondu immédiatement. « N'abandonnez pas. Venez me rendre visite ce samedi matin, je vais vous montrer quelque chose. » Et là,
Camille était assise nerveusement sur la chaise devant le bureau de Jeanne, les yeux écarquillés, regardant autour du bureau comme si elle était dans un musée. Jeanne sourit chaleureusement et commença à converser. Elle ne donna pas de conseils génériques ou de phrases de motivation vides. Au lieu de cela, elle raconta sa propre histoire. Elle raconta l'humiliation publique d'il y a 3 ans, la perte de tout ce qu'elle avait construit, les nuits passées à pleurer, pensant qu'elle ne travaillerait plus jamais dans ce qu'elle aimait. Elle raconta le jour où elle était arrivée sur ce chantier, conduisant un vieux pick-up et transportant une boîte à outils usée, et comment 69 secondes de travail technique parfait avaient tout changé. « Le monde essaiera de vous dire que vous n'avez pas votre place ici, » dit Jeanne, avec une fermeté douce. « On remettra en question vos capacités. On attendra que vous échouiez. Certains iront même jusqu'à vous saboter pour s'assurer que vous échouiez. Mais, Camille, écoutez ce que je vais vous dire. Si vous aimez vraiment l'ingénierie, si vous ressentez cette passion sincère pour comprendre comment les choses fonctionnent et pour résoudre des problèmes impossibles, alors non seulement vous avez votre place ici, mais vous êtes nécessaire ici, car cette industrie a désespérément besoin de personnes qui font de l'ingénierie par amour de la vérité technique, non par ego ou par pouvoir. » Elle prit une photographie encadrée de son bureau et la montra à Camille. C'était la Caterpillar 390F orange, celle qui avait tout changé. Cette machine m'a appris quelque chose de fondamental. La compétence technique authentique ne peut être niée. Lorsque vous résolvez un problème que personne d'autre n'a réussi à résoudre, lorsque vous démontrez une connaissance réelle par des résultats mesurables, les mensonges et les préjugés s'évaporent simplement. La vérité trouve toujours un chemin. Quand Camille repartit 1 heure plus tard, elle était visiblement transformée. Ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Ses épaules étaient plus droites, et elle emportait avec elle non seulement des conseils, mais l'espoir concret que son rêve était possible. Jeanne l'accompagna jusqu'à la porte, serra fermement la jeune étudiante dans ses bras et dit « Quand vous serez diplômée, envoyez-moi votre CV. Il y a toujours de la place dans mon équipe pour de vrais ingénieurs. » Après le départ de Camille, Jeanne se dirigea vers la fenêtre panoramique de son bureau. En bas, dans l'immense cour opérationnelle, des dizaines d'équipements lourds travaillaient en parfaite harmonie. Pelleteuses, chargeuses pelleteuses, bulldozers, camions tout-terrain foreuses. Et là, dans une position de prestige presque cérémoniale, elle était là, la Caterpillar 390F orange, fonctionnant parfaitement après plus de 5000 heures supplémentaires d'opération depuis ce jour mémorable. Jeanne posa la main sur la vitre de la fenêtre, ses yeux bleus reflétant la forte lumière du soleil des terres rouges. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la douleur qui l'avait presque détruite, à l'injustice qui l'avait presque brisée, à l'humiliation qui l'avait presque fait abandonner pour toujours. Et elle pensa à la façon dont une seule opportunité, un seul moment de courage, 69 secondes de travail technique parfait, avait restauré non seulement sa carrière, mais son identité, sa dignité, sa vérité. Elle sourit, sachant que son histoire servait maintenant de phare à d'autres femmes entrant dans l'ingénierie, prouvant que le vrai talent, combiné à l'intégrité et à la détermination, trouve toujours un chemin de retour vers la lumière. Peu importe la profondeur de l'obscurité de la nuit, l'appel hydraulique Caterpillar 390F orange continuait de rugir en bas, un monument vivant à la victoire de la compétence sur l'injustice, de la vérité sur le mensonge et du talent authentique sur l'arrogance vide et destructrice. Et Jeanne Moreau, vêtue de son rouge caractéristique, savait avec une certitude absolue que ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus grand qu'elle avait encore devant elle.